Bien, on va démarrer ce séminaire Ad Systemix. Je suis très content de vous accueillir pour ce nouvel événement. On a aujourd'hui un sujet qui touche à l'axe 2 des activités de l'IRT Systemix, donc optimisation et calcul scientifique, et en particulier sur le sujet optimisation, puisqu'on a la chance d'avoir Vincent Mousseau et Wassila Wardan qui sont parmi nous, des chercheurs du LGI, du groupe Décision. Donc ils présenteront sans doute peut-être l'activité du laboratoire. Je ne sais pas comment ils vont organiser leurs propos, mais voilà. Ce sont des chercheurs donc, qui ont fait leurs armes à Paris-Dauphine, je crois, les deux d'ailleurs. Voilà. Et puis qui maintenant, pour Vincent Mousseau, qui dirige l'équipe Décision du LGI de Centrale Supélec. Voilà, et qui sont partenaires avec nous d'un certain nombre d'objets communs qu'on a, en particulier la chaire Anthropolis, dont Jacob s'occupe. Voilà. Et on a, après discussion, fait le constat qu'on avait sans doute quelque chose à entendre de leurs compétences sur le sujet de l'explicabilité et de l'hésitation sur les sujets multicritères, d'optimisation multicritère, qui est un sujet, on en entend parler, donc nous on voulait en entendre parler aussi. Et on est très content qu'il soit parmi nous pour cet événement. Donc 1 heure, un peu plus, un peu moins, à façon. Et puis il y aura donc une discussion à 2 voix. Et je vous laisse faire l'exercice. Voilà, merci beaucoup. Donc merci beaucoup Patrice pour cette introduction. Vous remerciez tous d'être là et on est très honorés de pouvoir essayer de vous mobiliser sur des questions qui nous mobilisent depuis quand même un petit temps. Donc effectivement, si je dois dire 2 mots sur les aspects d'où on vient, eh bien on fait partie du laboratoire génie industriel et on est dans une équipe qui est intitulée Aide à la décision, qui s'occupe en particulier, pas que, mais en particulier de décisions multicritères, d'optimisation multicritère, d'élicitation des préférences et d'explication de recommandations, chose qu'on va essayer dont on va essayer de vous donner le goût aujourd'hui. En essayant d'éviter de vous assommer avec des technicités qui ne sont pas forcément nécessaires pour comprendre les principes et les intentions qui sont derrière les recherches que nous menons. Voilà. Donc on va faire effectivement ça à 2, Wassila Wardan qui est ici et moi-même. Ceci dit, les travaux qu'on va vous présenter sont des travaux qu'on a développés avec d'autres collègues, notamment Khaled Belhassen qui est un doctorant en phase terminale, si j'ose dire, en tout cas qui va bientôt soutenir dans l'année, et puis des collègues du Lipsis à l'université Pierre et Marie Curie ou Sorbonne Université maintenant puisque le monde bouge, et Christophe Labroche de chez Thales. Et pour le départ, je vais directement donner la parole à Wassila. Très bien, je te récupère ça. Donc bonjour à tous et merci d'être là. Donc la présentation aujourd'hui, elle est un petit peu véhiculée et guidée par la question de l'explication. Je vais vous épargner un petit peu le détail du contenu, on verra au fur et à mesure où est-ce qu'on va. Alors l'explication, c'est quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps, pas forcément hier ou avant-hier, mais depuis l'apparition des systèmes experts en réalité. Donc c'était des problématiques dans le diagnostic, notamment médical, et les systèmes experts ont été conçus pour à la fin donner en fait une trace de pourquoi le système a préconisé ou a diagnostiqué quelque chose. Et tout récemment, on va dire avec le boom de l'IA et l'intervention de la machine et de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, on a regagné un petit peu en termes de questionnement sur cette topic-là. C'est quoi l'explication? Comment j'explique mes boîtes noires? Comment j'explique mes décisions, mes recommandations, et ainsi de suite. Et en particulier, tout le monde a suivi, je pense, que la dernière mouvance de la régulation générale sur la protection des données, donc la GDPR qui va entrer en vigueur en mois de mai, et on va dire l'ensemble des articles de presse qui nous parlent que de ça, de l'IA, de son intervention dans nos sociétés, qu'elles soient industrielles ou même sociétales. Donc si vous regardez, le New York Times en parle, un autre journal en parle, et ainsi de suite. Donc on traite l'IA comme une boîte noire, et on va dire qu'est-ce que c'est que cette IA-là, et qu'est-ce qu'elle va nous donner, et qu'est-ce qu'on va en tirer.
Et si on regarde aussi les applications sur lesquelles en fait, on travaille en ce moment et ce qui nous entoure, typiquement tout ce qui est véhicule autonome, décision automatique. Je pense que certains ont même entendu parler de APB et Parcoursup en ce moment, et du rapport de la CNIL, du rapport de Villani, du président de la République, qui mettent au fait en exergue et en situation cette question-là de la transparence et de l'explication et des recommandations automatiques. Alors, si on regarde un peu plus près le règlement général de la protection des données, en fait, la question d'explication, elle n'est pas très explicite et elle n'est pas mise en avant directement en fait, dans les textes de loi. Si on regarde, il y a un article de Webster et Hall, d'un point de vue très légal et très, on va dire, sociétal, la question d'explication, elle n'est pas vraiment indiquée dans le texte. En fait, il n'y a pas une mise en œuvre de comment je dois expliquer ou qu'est-ce que je dois expliquer. Il est dit juste que la personne qui est sujette à une recommandation ou à une décision automatique a le droit ou doit avoir en fait à la fin quelque chose qui lui permettra de comprendre d'où est venue cette décision-là, que ce soit en termes de données, que ce soit en termes de process, donc de partager avec la personne qui demande à savoir pourquoi quelque chose. Si on regarde de plus près, il y a un petit article dans le texte de loi, donc vous trouverez ces informations-là dans l'article de Webster et Hall, qui dit que il existe, quelque part, une demande d'un décideur, d'un utilisateur, une demande de la société, et à qui on doit fournir quelque chose qui permet d'expliquer au fait la recommandation ou la décision. Si on va un peu plus loin, ici en France, donc récemment c'est la loi pour une république numérique, la question aussi s'est posée, et il y a un certain en fait, élément qui disent, maintenant si on est face à quelqu'un qui réclame en fait, cette explication-là ou cette justification par rapport à une décision automatique, on est en mesure de fournir, ou on est censé être en mesure de fournir, des éléments. Bien sûr, il ne faut pas transgresser la loi, hein, donc tout ce qui est protégé par le secret, on va dire, légal et tout ça, on ne peut pas le révéler. Mais on est en mesure de dire, voilà, quels sont les paramètres qui sont entrés dans le traitement en fait, de vos informations-là, quel est l'algo qui a été utilisé pour produire cette décision-là, quels sont les impacts ou quels sont les opérations qui ont été effectuées pour pouvoir arriver à cette décision-là. Alors il faut savoir, oui, ça c'est des éléments importants qu'on pourrait tous se poser comme question, comment les obtenir et comment les avoir, mais il n'y a rien en fait qui dit comment on doit mettre en œuvre ceci, ou comment construire l'explication, ou à quel niveau, à quel degré, et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Autour de nous, on entend plusieurs mots clés, on va dire. Transparence, explainabilité, interprétabilité. Ça navigue entre plusieurs mondes. Donc, si vous regardez en intelligence artificielle, vous trouverez ces mots-là. Si vous regardez chez le domaine légal et les juridiques aussi, vous trouverez ces mots-là. Ce n'est pas interprété de la même manière. Alors, j'ai pris un article qui s'appelle Loyauté des décisions algorithmiques, donc qui a contribué au fait au rapport de la CNIL récemment. Et on distingue ces trois mots-clés, transparence, interprétabilité et explicabilité. Le premier, c'est juste le fait de mettre à disposition de l'utilisateur ou du demandeur, en fait, de l'algo ou du code qu'on a mis en œuvre pour produire la décision. L'interprétabilité, c'est d'identifier les caractéristiques importantes qui permettent au fait d'arriver à cette décision-là. Et enfin, l'explicabilité, qui est, on va dire, à un niveau plus haut, qui doit montrer au fait la relation qui existe entre l'entrée et la sortie. Quel est le raisonnement qui a été suivi en termes d'entrée. Enfin, j'ai donné ces données-là et ça m'a donné ces décisions-là. C'est de tracer au fait ces informations-là. Si je reviens au système expert, c'est ce qu'ils faisaient, au fait, les systèmes experts. Produire une trace d'une décision, donc l'ensemble des règles qui ont été exécutées pour fournir une recommandation, c'est quelque part produire le raisonnement en fait, qui lie l'input à l'output. Alors, malheureusement, sur les systèmes experts et tout ce qui est, au fait, système à base de règles, fournir juste une trace qui est super longue, très détaillée, ne fournit pas, au fait, une explication qui est tangible par un utilisateur lambda. Ça ne fournit pas exactement où est-ce que ça a été l'impact, le facteur qui a mené à cette décision-là. Si je vous fournis ça, ce code-là, donc c'est, on va dire, le lien entre la transparence et l'explicabilité. Donc la transparence, c'est juste donner un code et un algorithme, et l'explicabilité, je dois vous montrer comment je suis partie de l'input à l'output. Donc il y a un chercheur qui a mis ce code-là on va dire, chez les utilisateurs. Il leur a demandé qu'est-ce qu'il fait, ce code-là. À votre avis? Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. En fait, il fait que print Hello World. Donc ça, c'est pour vous donner une petite appréciation de ce qu'on veut dire entre la différence entre transparent et explicable. Donc oui, je peux être transparent à tout moment, fournir un code, un algo et tout ça. Voilà, un type d'algo et de code, très bien. Ça me renseigne beaucoup, ça me dit ça fait quoi. En réalité, à la fin, il fait que Hello World, d'accord ?
Donc il faut faire attention à l'objectif que vous fixez à travers l'explication ou l'explicabilité au fait, des algorithmes. Ensuite, il y a différentes choses sur l'explication. On a remarqué dans la littérature et même dans les demandes, on va dire, sociétales, les questions ne sont pas toujours les mêmes. Ce n'est pas juste je veux expliquer la recommandation ou je veux savoir d'où vient la décision. Les questions, elles peuvent être diverses et variées. Typiquement, est-ce que le modèle fait exactement ce que je lui demande ? C'est une sorte d'explication. Je cherche à faire valider le modèle. Est-ce que c'est la recommandation exactement à laquelle je m'attendais ? Quels sont les facteurs qui sont entrés en jeu pour ma recommandation ? Ces typologies de questions-là ne mènent pas exactement vers le même traitement ou la même réalisation à la fin de l'explication. Je ne réponds pas de la même manière à la question « pourquoi cette décision ?» et « pourquoi ce modèle fait ceci ?» à deux décideurs différents. Il y en a un qui va s'intéresser à la validation de modèles. Ça veut dire que je suis en train de chercher à savoir si mon modèle fait exactement comment il a été designé. Et la deuxième, en réalité, je ne m'occupe pas du modèle, je m'occupe de la sortie. Et j'essaie de voir comment je peux expliquer de cette sortie-là. Si vous regardez un peu la littérature, je vous avais mis juste, on va dire, quelques exemples. Ce n'est pas toute la littérature autour de l'explication. En réalité, si vous tapez sur Google le mot explication ou explainable AI ou autres mots-clés qui sont autour de ça, vous allez avoir une flopée au fait, d'informations là-dessus, une flopée d'articles. Il y a une grosse communauté en machine learning qui s'intéresse à cette question-là d'un point de vue interprétabilité et explication. Il y a une grosse communauté aussi en décision qui s'intéresse à ça, parmi eux nous-mêmes. Et au fait, on ne traite pas exactement la même chose à chaque fois. Donc si j'ai pris cela, en fait, c'est les derniers articles en date qui sont, on va dire, en vogue un petit peu, qui sont un petit peu connus de tout le monde, notamment le deuxième. Les trois premiers sont dans le domaine du machine learning et le dernier, il est en décision multicritère. Sur le machine learning, les questions qui sont posées, alors typiquement, le premier, c'est plutôt quels sont les facteurs qui impactent ma décision. Et j'essaye de mesurer au fait, l'importance de ces facteurs-là. Le deuxième, qui est Lime, c'est un framework qui a été mis. Donc c'est un framework qui laisse... Alors le premier, juste je précise que le modèle est traité comme une boîte noire. Ça veut dire que je ne cherche pas à savoir quel est le modèle utilisé. Je fais juste, on va dire, une analyse sur les entrées. Typiquement, l'analyse de sensibilité, si certains d'entre vous connaissent ce que c'est j'essaye de regarder les paramètres en entrée, je joue sur les paramètres et je regarde comment l'impact se fait sur la décision. Sur le deuxième, le Lime, j'ai un modèle de machine learning. Je suis agnostique à ce modèle-là. Donc, quel que soit le modèle que je vais utiliser en entrée, que ce soit des réseaux de neurones profonds ou autres, je vais essayer de trouver un modèle plus simple qui, lui, permettra d'expliquer la décision localement. Ça veut dire que j'essaie de matcher un modèle plus simple à un modèle plus compliqué. Le troisième, c'est aussi en machine learning. Là, je vais essayer d'introduire des éléments dans le modèle. Donc, soit je rajoute des contraintes ou une fonction objective qui va essayer de détecter les caractéristiques les plus importantes au fait, dans la décision. Et détecter les caractéristiques les plus importantes, je vais leur donner au fait, une certaine caractérisation. Donc, certaines propriétés, je veux ces caractéristiques-là plutôt que d'autres, je veux celles-ci plutôt que d'autres. Et j'essaie au fait, d'expliquer. Ici, c'est plutôt de l'interprétation, d'interpréter des recommandations par rapport en fait, à cet objectif-là ou à ces contraintes-là que j'ai mis en ligne. Le dernier, celui qui nous intéresse, nous, Vincent et moi, c'est on est dans un monde de la décision et la question qui est posée, c'est exactement celle de l'explication parlée tout à l'heure. C'est j'essaie de tracer le raisonnement entre l'input et l'output et de vous donner exactement à travers l'explication quel est le raisonnement qui a été utilisé sans pour autant révéler le modèle de décision à utiliser derrière. Parce que, imaginons, le modèle de décision, on en a plein. Un utilisateur lambda n'a pas besoin d'avoir utilisé un modèle en particulier. Ce qui l'intéresse, c'est de la justification pure et dure. J'ai utilisé une terminologie ici, j'ai appelé ça des schémas d'argument ou des schémas d'explication. Pour nous, c'est un type d'opérateur qui va essayer de matcher l'entrée à la sortie. L'entrée va inclure un certain nombre d'informations. Ces informations-là, soit elles viennent du décideur, donc l'utilisateur final, approuvé ou pas approuvé par le décideur, soit elles viennent du process. Ça veut dire que le process a fait de l'inférence ou de la déduction sur l'information qu'il a récoltée du décideur, et quelques hypothèses supplémentaires sur le modèle. Ça veut dire que les principes du modèle, je dois les traduire par quelque chose. Et je la connecte à la conclusion finale. Je n'ai pas mis forcément recommandation parce que ce n'est pas forcément que de la recommandation qu'on explique à la fin. Si je suis dans un problème de décision, je peux me poser la question si juste 12 options sont équivalentes ou pas équivalentes. Ce n'est pas forcément la recommandation ou la conclusion globale.
Donc dans cet exposé-là, je vais m'intéresser à cette typologie au fait d'explication. C'est comment je lis l'entrée à la sortie, en sachant que mon entrée est constituée forcément d'informations venant d'un utilisateur. Alors, si vous regardez l'ensemble de ce que j'ai raconté, vous voyez il y a plusieurs approches, plusieurs questions qu'on peut se poser. Et un dernier point sur lequel je n'ai pas fait de transparent, mais je peux en parler, c'est l'utilisateur en face. Ça veut dire que vous pouvez adresser à un utilisateur lambda, enfin la société, les gens de tous les jours. Vous pouvez vous adresser à des dirigeants, vous pouvez vous adresser à des opérateurs. Au fait, l'explication doit prendre en compte au fait, ce panel-là d'utilisateurs. Donc notre, on va dire, paradigme, c'est de dire qu'il n'existe pas de modèle d'explication unique, mais il est, on va dire, schématisé, c'est pour ça qu'on utilise le terme de schéma, par rapport à la fois à la situation de décision dans laquelle on se trouve, par rapport à celui qui reçoit la décision et par rapport au fait au modèle qui est utilisé. Donc il faudra, avant de construire une explication, en fait, contextualiser les choses et savoir d'où est-ce qu'on part et à qui on parle. D'accord ? Donc dans cet exposé, on va vous s'adresser à on va dire, un champ en particulier qui est l'analyse multicritère. Je vais laisser Vincent vous en parler. Et c'est dans ce champ-là dans lequel on travaille nous. Donc on ne va pas parler du tout de machine learning. Je peux vous en parler un petit peu si vous en avez envie par la suite. Mais le champ de notre travail, c'est plutôt l'analyse multicritère. Donc je vais poursuivre, après cette introduction générale sur les questions d'explication, d'interprétation et de transparence des décisions, et pour effectivement, comme Wassila vient de le dire, spécifier un cadre un peu plus particulier dans lequel on va essayer de vous montrer des choses qui ont trait à l'explication. Alors, on se place dans un contexte de décision multicritère. Alors, dans un contexte de décision multicritère, il y a quelqu'un qui prend une décision, on va l'appeler le décideur. D'accord ? C'est le petit bonhomme bleu que vous voyez là et qui se pose un certain nombre de questions. Cette personne a devant lui un problème de décision qui implique un certain nombre d'options potentielles. D'accord ? Ces options potentielles, ces actions qu'il peut mener, ces alternatives, sont décrites sur différentes dimensions. Et les différentes dimensions de ces alternatives se traduisent par une table de performance qui décrit la qualité, la performance de chacune des solutions sur les différentes dimensions, sur les différents critères. D'accord ? Donc on part de là. Alors, le problème de décision, il peut se formuler de différentes manières. On peut se poser la question, est-ce que la solution A est meilleure que la solution B ? Ou bien est-ce qu'une solution est suffisamment bonne pour que j'envisage de l'implémenter ? Enfin, ça peut se poser de différentes manières. Et sur quoi va-t-on s'appuyer pour élaborer cette décision ? Eh bien, sur l'expression d'un certain nombre de préférences entre des actions, c'est ce qui est ici, qui est exprimé par le décideur. D'accord ? Donc c'est un petit peu le contexte dans lequel on va se placer. Alors, prenons tout de suite un petit exemple pour rendre les choses tangibles et très concrètes. Imaginons qu'on souhaite choisir ici un hôtel et que les éléments informationnels sur lesquels on va s'appuyer pour choisir un hôtel, c'est le confort de cet hôtel qu'on va évaluer à tort ou à raison par le nombre d'étoiles attribuées à cet hôtel, la présence d'un restaurant ou pas, le temps de trajet qu'on a effectué, imaginons qu'on aille pour une conférence et qu'on réserve un hôtel, combien de temps il va falloir pour aller sur le site de la conférence ou le site du lieu de travail où on sera, et évidemment, il faut savoir combien ça va nous coûter. Donc on les appelle A, B, C, D calligraphiques, ces quatre critères. Et puis, en particulier, on va pouvoir identifier des niveaux types. Par exemple, 4 étoiles, c'est le grand A, et petit a, c'est 2 étoiles. Alors évidemment, grand A, c'est mieux que petit a. Enfin, 4 étoiles, c'est mieux que 2 étoiles. Et ainsi de suite. Donc voilà la formulation un peu synthétique qu'on peut proposer. Et l'expression de préférence du décideur, qui est devenu jaune, là, eh bien, il affirme que grand A, petit b, grand C, petit d, c'est mieux que petit a, grand B, petit c, grand D. Alors, vous allez pouvoir décoder par vous-même, enfin, disons que c'est ce qu'il affirme. Il affirme aussi, je ne vais pas les lire, 2 autres affirmations qui sont celles qui sont sur le transparent.
D'accord? Donc, ce qu'on peut constater, c'est que c'est des comparaisons de situations prototypiques d'hôtels. Il n'y en a que 3, donc c'est sparse au sens où il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ce qu'on voudrait, c'est étendre un peu cette information pour pouvoir savoir si, oui ou non, répondre à la question qui est ici, à savoir petit a, petit b, grand C, grand D, est-ce que c'est mieux que grand A, grand B, petit c, petit d? D'accord? C'est typiquement le problème de décision auquel on va s'intéresser. D'accord ? Et si on étend cette question-là, c'est-à-dire à toutes les combinaisons d'hôtels qu'on peut générer à l'aide de ces 4 critères, eh bien, c'est en gros se poser la question, quelle est la structure de préférence sur les hôtels possibles qui peuvent exister. D'accord ? Alors ça, c'est un premier type de problème. Un autre type de problème, qui n'est pas de nature comparative, mais de nature, je dirais, d'évaluation absolue, c'est un problème qu'on qualifie en anglais de ordinal sorting, de catégorisation ordonnée, hein, où vous avez, par exemple, à catégoriser les hôtels en 3 classes de qualité. Il y a ceux qui sont vraiment bien, on les appelle les 3 étoiles, c'est un peu maladroit là, parce que c'est pas les mêmes étoiles que le premier critère, mais enfin la classe des meilleurs, la classe des intermédiaires, les 2 étoiles ici, et la classe des 1 étoile, qui sont les hôtels qu'on juge moins bons. D'accord ? Et la question qu'on peut se poser dans ce contexte-là, c'est, eh bien, étant donné les hôtels que vous voyez là, je ne vais pas vous les décrire, hein, mais les A1, A2, B1, B2, C1, C2, sont des hôtels qui ont été jugés pour les 2 premiers comme 3 étoiles, enfin le milieu comme 2 étoiles et les 2 derniers comme 1 étoile, par le décideur. C'est les affirmations de préférence qu'a donné le décideur. Et sur cette base-là, la question qu'on se pose, la recommandation qu'on cherche à faire, c'est l'hôtel X, qui est celui que vous voyez en dernier, il va dans quelle classe? Est-ce qu'il est bon? Bon. Donc voilà un petit peu la question qui se pose. Donc si on veut reprendre de manière un peu générique, eh bien, on a une table de performance, un problème de décision particulier, et puis on essaye, sur base des préférences exprimées par le décideur, de fournir une recommandation. D'accord ? Alors, comment va-t-on faire? On va s'appuyer sur un modèle de décision. On va s'appuyer sur un modèle de décision qui va en particulier intégrer une procédure d'agrégation. L'objectif de ce modèle de décision, c'est de mapper, enfin de faire correspondre à chaque entrée, à chaque hôtel, une recommandation, ou chaque paire d'hôtels, une recommandation. D'accord ? Ça va étendre. Ce modèle va avoir pour but d'étendre la relation de dominance au sens de Pareto, hein, en s'appuyant sur les préférences exprimées. D'accord ? Et évidemment, pour étendre, eh bien, le modèle de décision va s'appuyer sur un certain nombre de principes, de manières d'étendre les informations préférentielles exprimées à l'ensemble du produit cartésien des solutions, ou quand on est dans du tri ordinal, enfin de la catégorisation simplement sur l'espace du produit cartésien. Alors, bon, quelques petits rappels, juste pour qu'on soit tous d'accord sur les terminologies qu'on utilise. La dominance au sens de Pareto, c'est quoi? C'est simplement l'unanimité des critères. D'accord ? On va dire qu'un hôtel domine un autre, une solution en domine une autre, dès lors qu'il a une valeur supérieure ou égale à l'autre sur tous les critères. Alors, on va se restreindre dans notre cadre au fait que tous les critères sont croissants, c'est-à-dire, en anglais, the greater the better, c'est-à-dire, bon, plus on augmente, mieux c'est. Des critères à maximiser, d'accord ? C'est pas restrictif. Comme vous l'avez compris, la relation de dominance qui est notée delta ici, elle va être extrêmement pauvre. Et surtout, elle n'est absolument pas informative d'un point de vue de décision. Ça, il n'y a pas besoin d'un modèle pour le décider. Et donc, il va falloir pouvoir trancher entre les solutions qui sont dites Pareto optimales, qui sont celles, là on a un problème bicritère discret, qui sont celles que vous voyez ici en bleu dans un cas discret, et ici dans un cas continu. D'accord ? Donc, c'est de ça qu'il est question. Pour discriminer parmi les solutions efficaces, Pareto optimales, il va falloir ajouter de l'information. Et c'est les informations que le décideur nous fournit.
D'accord? Donc, on appellera par la suite, dans cet exposé, information préférentielle, toute information qui est de nature à enrichir la relation de dominance. D'accord? Tout ce qui permettra de discriminer parmi des solutions Pareto optimales. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, j'en viens maintenant à la question du choix du modèle de décision. Le modèle de décision, c'est ce qui va permettre, d'une certaine manière, d'encoder ou de représenter le jugement du décideur pour pouvoir en faire, pour pouvoir étendre, généraliser les préférences qu'il exprime, à des cas qu'il n'a pas exprimés. D'accord? Alors, je vais en prendre deux exemples pour instancier. Hein. Il y a un exemple que vous connaissez probablement plus ou moins tous, hein, qui est un modèle d'utilité additive, de fonction de valeur additive, où, là, dans notre cas, X et Y sont des alternatives, des hôtels, si vous voulez, et on dira que X est meilleur que Y, est préféré à Y. Là, c'est préféré au sens large, hein, c'est au moins aussi bon que, dès lors que la valeur de X est supérieure ou égale à la valeur de Y, sachant que la fonction V, en fait, elle est définie juste en dessous, c'est une somme de fonctions de valeur additive. D'accord? Alors, on pourrait prendre un modèle encore un peu plus général, puisque ici c'est un modèle séparable au sens où il n'y a pas d'interaction entre les critères, mais en voilà un exemple. D'accord? Deuxième exemple, qui est un modèle de catégorisation d'une nature tout à fait autre, qui est un modèle non compensatoire, non-compensatory sorting pour la version anglaise. Alors, ce modèle, il a pour but de catégoriser en des classes. D'accord? Alors ici, pour simplifier, j'ai pris deux classes, les bons, les mauvais. Désolé pour ce manichéisme un peu brutal. Et on dira, dans le contexte de ce modèle d'agrégation et de ce modèle de décision, qu'une solution, un hôtel va être bon, dès lors que les critères pour lesquels les valeurs qu'il obtient sont jugées suffisamment bonnes, sont suffisamment importants. Alors pour en comprendre la portée générique, je pense que l'instanciation la plus simple, c'est de prendre des catégorisations d'étudiants. C'est peut-être mon atavisme pédagogique qui ressort, mais si vous voulez l'instancier sur des étudiants, à savoir si vous voulez les recevoir ou les refuser, eh bien cette procédure de catégorisation, elle va accepter des étudiants dès lors qu'ils sont suffisamment bons dans suffisamment de matière. Suffisamment bon, ça veut dire, par exemple, au-dessus de 10, hein, sur des notes sur 20, et sur suffisamment de matière, c'est-à-dire un sous-ensemble de matière jugé comme suffisamment important. Suffisamment important, ça peut vouloir dire, par exemple, que si toutes les matières sont pondérées équitablement, enfin, à 1, qu'il y ait plus de 70% des matières où il est plus de 10. Alors, évidemment, tout ça, c'est paramétrable. D'accord? Mais c'est ce qui est inscrit dans la règle qui est un peu cryptique et qui est écrite au bas de ce slide. Alors, les deux exemples que je viens de prendre, en fait, on ne les a pas choisis tout à fait au hasard, puisque c'est sur la base de ces deux modèles de décision qu'on va essayer de fournir des explications de recommandation par la suite, dans l'exposé. Alors, j'en viens maintenant à, je continue à dérouler un petit peu le schéma dans lequel on s'inscrit, à l'élicitation d'un modèle. L'élicitation d'un modèle, ça consiste à essayer de particulariser un modèle de décision pour un décideur donné. C'est-à-dire faire en sorte que les paramètres du modèle en question correspondent au point de vue du décideur et que ça traduise sa manière de décider. D'accord? Donc on essaye de paramétrer le modèle d'une certaine manière pour le décideur. Alors on peut le faire de globalement 4 manières différentes. La première, et on l'abordera relativement peu dans cet exposé, c'est d'essayer de caractériser complètement le modèle par des séquences standards de questions qui visent à capturer de manière systématique les préférences au sein du modèle dont il est question. Alors, si je veux en donner un exemple, pour le dernier modèle, je vais essayer de le dire rapidement, pour le dernier modèle qui est le modèle de catégorisation, à être suffisamment bon dans une majorité de matières, pour savoir comment caractériser, est-ce que, une majorité de matières.
Comment est-ce qu'on va le caractériser? On peut poser des questions au décideur en lui disant, imagine un étudiant qui a 20 partout, dans toutes les matières. Est-ce qu'il va être accepté? A priori, la réponse va être oui. D'accord? Et puis, vous allez prendre chacune des matières une à une et faire passer la note de l'étudiant de 20 à 0. Alors, 0, c'est sûr que ce n'est pas suffisant. Et 20, c'est sûr que c'est suffisant. Donc, c'est au-dessus de la note de 10 qu'on essaye de chercher. D'accord? Donc, en faisant comme ça, on va être capable de caractériser les sous-ensembles de matières qui sont suffisants. D'accord? Vous pouvez imaginer une procédure qui, de manière systématique, va caractériser les sous-ensembles de matières suffisants. D'accord? Je ne vais pas poursuivre, mais c'est ce genre de démarches qui peuvent être faites. Alors, elle est coûteuse pour le décideur, parce qu'on va lui poser plein de questions, des questions difficiles, mais l'avantage, c'est qu'on aura complètement caractérisé le modèle. D'accord? Ça, c'est la première approche complète. L'approche partielle, quelle est l'idée? L'idée, c'est, plutôt que de poser toutes les questions, et après on peut faire des recommandations très propres et très assurées, on va poser des questions sur des exemples au décideur. On va lui demander un sous-ensemble de comparaison par pair, ou bien quelques étudiants qu'il a envie de recevoir, et quelques autres qu'il ne veut pas recevoir, et s'appuyer sur ces informations-là pour construire un programme d'inférence qui va minimiser une fonction de perte, une fonction d'erreur, et identifier le jeu de paramètres qui restitue au mieux l'information qui a été fournie. D'accord? Et ensuite appliquer ça par la suite. Donc ça, c'est l'approche partielle. D'accord? Une autre démarche, c'est une démarche robuste qui consiste à être capable de calculer les recommandations qui sont compatibles avec toutes les extensions les modèles qui étendent l'information préférentielle fournie par le décideur. Toutes ou au moins une. Donc c'est les décisions nécessaires et les décisions possibles dans ce cas-là. Et puis, une dernière démarche qu'on abordera peu dans cet exposé par la suite est une démarche qui consiste à identifier des informations préférentielles spécifiques qu'on va demander aux décideurs progressivement pour obtenir une information spécifique, ce qu'on appelle du active learning, de sorte de capturer assez rapidement les préférences du décideur. Alors, chacune de ces démarches ont des avantages et des inconvénients. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de tout ça. Je crains sinon d'être un petit peu long. Alors, je viens de vous parler de preference elicitation, d'élicitation des préférences, d'apprentissage des préférences. D'accord? Alors, quels sont les types d'outils qu'on va manipuler? C'est un petit peu ce que je vous ai... une autre manière de vous présenter ce qui était sur le slide précédent. Une première approche consiste à... on part toujours d'informations préférentielles, à mobiliser ce qu'on appelle une procédure d'inférence qui va minimiser une fonction d'erreur, sachant que les variables du problème sont des paramètres du modèle de décision, et essayer d'inférer le jeu de paramètres qui va au mieux restituer l'information fournie par le décideur. Au mieux, au sens, évidemment, d'une fonction d'erreur qui est choisie par celui qui implémente la chose. Il n'y a pas de... D'accord? La deuxième démarche consiste toujours à partir d'une information préférentielle, de calculer les recommandations robustes. Recommandations robustes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des recommandations qui sont vraies pour toute combinaison de paramètres compatible avec l'information préférentielle exprimée. Et donc, d'une certaine manière, c'est des recommandations robustes. Alors, ce que permet le fait de montrer ces recommandations robustes à un décideur, de façon interactive, c'est de le faire réagir. Il peut être d'accord, confirmer, préciser ou contester ce qu'il observe. Ce qui permet d'avoir une boucle de modification de l'information préférentielle et qui permet d'envisager une élicitation interactive, enfin progressive et par construction interactive. Dans ce type d'interaction, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'information fournie par le décideur ne soit pas compatible avec
ou au moins pas totalement compatible avec le modèle de décision qui est envisagé. Une situation d'inconsistance, si vous voulez. Alors, l'inconsistance, elle peut s'interpréter soit comme le fait que le décideur est inconsistant, je ne vais pas dire des bêtises, mais en tout cas se contredit, ou plus précisément, il se contredit au regard du modèle dans lequel on essaye d'insérer ses préférences. Donc deux choses l'une, soit il change ses préférences, soit on change de modèle. D'accord ? Alors, dans un premier temps, souvent, on essaye quand même de voir si on ne peut pas continuer à travailler avec ce même modèle. Sinon, il faut quand même un petit peu repartir à zéro. Enfin, ou en grande partie. D'accord ? Mais en tout cas, les outils de résolution d'inconsistance, en gros, ce que j'ai schématisé sur ce slide-là, c'est qui donne la possibilité, à partir d'une information dite inconsistante, d'identifier les sous-ensembles d'informations consistantes possibles. Après, il faut choisir. Il y a évidemment plusieurs manières de modifier ou supprimer une partie de l'information de sorte de le rendre consistant. D'accord ? J'ai été un peu long, mais ça vous permet de positionner ce qu'on appelle l'élicitation des préférences dans un cadre de décision multicritère. Alors, venons-en maintenant à, parce que je ne vous ai pas encore parlé d'explication. D'accord ? On veut fournir une recommandation. Notre décideur, qui a 3 petits points d'interrogation au-dessus de la tête, demande pourquoi est-ce qu'on lui fournit cette recommandation. Et c'est tout ce dont Wassila a parlé au début de l'exposé, à savoir, une fois qu'on a fourni la recommandation, le décideur, enfin la personne qui reçoit cette recommandation est légitime à poser la question pourquoi. Elle est légitime parce que, alors pour des questions légales, mais elle est aussi légitime, si on veut simplement parler de la confiance qu'il peut avoir dans le système avec lequel il travaille, pour simplement augmenter la confiance qu'il a. Pourquoi donc est-ce que tu me recommandes ça ? Et il faut que ce que répond le système soit de nature à augmenter la conviction qu'il a que c'est une bonne recommandation. C'est un cahier des charges un peu difficile pour la recommandation. Donc, l'explication, elle va s'appuyer, dans la perspective dans laquelle nous, on s'inscrit, sur les préférences exprimées et sur la nature logique qui sous-tend le modèle de décision. Parce que j'ai exprimé modèle feature. D'accord ? Et je vais redonner la parole à Wassila qui va vous présenter un premier exemple. Merci. Donc, pour revenir à la question d'explication, dans notre contexte, donc, comme vous l'avez vu, pour nous, l'explication est important de savoir que c'est dans un mode interactif. Ça veut dire ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est oui, je fournis une explication, mais celle-ci, elle doit servir à quelque chose. Donc, elle doit être destinée à quelqu'un, et ce quelqu'un a la possibilité de réagir face à ça. Dans cet exposé-là, on ne va pas parler de la partie réaction. Ça veut dire que pour l'instant, on présentera des travaux qui ont été faits. Je fournis une explication one-shot. Ça veut dire j'ai calculé la recommandation et je fournis l'explication. Mais on ne parlera pas en fait, de comment est la réaction. On a quelques travaux sur la question quelle typologie de réaction on peut avoir face à une explication. Et notamment, ça va rentrer dans les histoires d'inconsistance que racontait Vincent. L'explication peut mener à révéler que certaines partie de l'information qui a été utilisée ou inférée par le système n'était pas exactement à quoi s'attendait le décideur. Et donc, ça peut amener à de la modification et à de la révision, à la fois peut-être des préférences, du modèle, de l'information et tout ça. Donc, dans cet exposé, on parlera juste de l'explication de one shot. Ça veut dire, je la présente. Je ne parlerai pas non plus est-ce qu'elle est acceptée ou pas, est-ce qu'elle est convaincante ou pas. Il y a des travaux en psychologie qui étudient cette question-là. Est-ce que l'explication est convaincante ou pas? Donc, il faut mener des expérimentations avec des utilisateurs. Il faut caractériser qu'est-ce que c'est une explication acceptable ou convaincante. Il y a des gens qui s'intéressent à décrypter au fait, un certain nombre de critères pour dire si ça remplit ces critères-là, mon explication est bonne. Si elle est courte, pas courte, remplie, pas remplie et tout ça. Dans le cas du modèle que je vais vous présenter, donc sur la base de la comparaison par pair, on s'est posé ces questions-là. Donc, quelle est la caractérisation de l'explication à la fois d'un point de vue de longueur, ça veut dire est-ce qu'elle est longue ou pas, mais la première question à laquelle on se pose, est-ce qu'elle existe? Tout modèle de décision qui fournit une recommandation, est-ce qu'il est facile ou pas de trouver l'explication? Il ne suffit pas juste de tourner un moteur derrière ou on va dire une machinerie ou un algo pour vous dire tiens, je peux vous produire l'explication. Donc l'existence est un premier paramètre sur lequel on s'est intéressé. Ensuite, la deuxième, oui, la longueur. Je peux vous fournir des explications qui font des pages.
Ok, très bien, ça vous renseigne, mais est-ce que c'est assez convaincant? N'oubliez pas le contexte dans lequel on est en train d'évoluer. Ça veut dire, si je parle à un directeur général, l'explication, à mon avis, elle doit être la plus courte possible. Si je parle à un opérateur ou un technicien de celui qui a fait le moteur, le système, si l'explication elle est assez longue et technique et contient tous les paramètres possibles pour qu'il puisse comprendre en fait, comment le système a réagi ou a produit, peut être intéressante pour lui et pas du tout, on va dire, inutile. Donc il faut savoir que la longueur, la complexité, la granularité de l'explication dépend du contexte décisionnel dans lequel vous êtes et dépend de celui qui la reçoit. Donc si je repars sur mon modèle de comparaison de tel-là, donc on avait 4 critères, le confort, le parking, mais peu importe. On a utilisé un modèle d'utilité additive derrière. Ça veut dire qu'une option est meilleure qu'une autre si l'évaluation de l'option est meilleure que l'autre selon une fonction de valeur. Donc l'ensemble de mes alternatives, ici elles sont décryptées par rapport à tout à l'heure. Donc le décideur s'est exprimé sur, on va dire, 3 paires d'alternatives et sa question, elle est celle-ci. Et par la suite, il va demander pourquoi c'est le cas ou pas le cas. Ça veut dire que je peux répondre oui, c'est le cas et donc je dois donner une explication et pas du tout le cas, je dois donner une explication. Alors, quelques hypothèses pour travailler sur ce modèle-là. Donc, je vous ai parlé qu'on s'est intéressé à l'existence, on s'est intéressé à la longueur, on s'est intéressé au contenu au fait, informationnel de l'explication. Et on a dû faire quelques hypothèses supplémentaires en fait, sur le modèle additif. Le premier, vous l'avez remarqué, je pense, sur l'exemple, c'est qu'on travaille sur une échelle à 2 valeurs, donc à 2 référentiels. Donc le référentiel maximum, on va dire le plus important, qui est pour le critère étoile, c'est 4, et le référentiel bas, c'est 2. Ainsi de suite, pour le temps, c'est 15 et 45. Donc notre échelle, au fait, de chaque critère, on a 2 niveaux de référence, les meilleurs et les moins bons. Ça peut vous paraître bizarre on va dire, de produire des échelles comme ça, mais en réalité, dans pas mal de modèles de décision, on fonctionne au fait avec des échelles avec un valeur binaire. Typiquement, si vous regardez MacPace, c'est un modèle de décision où en fait, vous avez des références et on se situe sur les références-là. Alors, ensuite, ici, j'ai donné des exemples, on va dire, d'apprentissage sur lesquels je vais apprendre et essayer d'inférer le modèle. L'utilisateur s'exprime avec ces échelles-là. Mais les vraies actions ou les vraies options ou alternatives de la réalité de mon problème de décision ne sont pas obligatoirement exprimées dans ces échelles-là. Elles peuvent être exprimées sur plus de 15, moins de 45, plus de 2 étoiles et 3 étoiles. L'idée, c'est par la suite, c'est de ramener au fait, par un arrondi pessimiste à ces valeurs-là pour pouvoir en fait, traiter les options ou les alternatives. Ensuite, faire attention qu'on est en mode ordinal. Ça veut dire que je regarde uniquement l'ordre sur l'échelle. C'est tout ce qui est important. Ça veut dire que 45 est mieux que 15. Je ne regarde pas au fait, l'espace ou la distance en fait, entre les échelles. Je n'ai pas l'information à ce que 45 vis-à-vis de 15 est mieux que 45 vis-à-vis de 35 ou ainsi de suite. Donc c'est juste ordinal. Je regarde juste sur l'évaluation, sur l'ordre. C'est pour ça que je vais me permettre au fait, de faire un encodage de cette information-là par ces petits symboles. Ça veut dire qu'il faudra juste regarder si je suis top-down à chaque fois. Et je ne regarde pas en fait, l'écart ou autre chose. Si j'interviens sur l'écart ou un intercritère ou de la distance ou de l'importance autre que les critères, je vais changer de modèle. Ce n'est pas l'utilité additive, je vais prendre autre chose. Donc dans ce cadre-là, on est plutôt dans ce schéma-là. Donc je fais juste un rapide, on va dire, changement de notation, hein. Ça ne change rien du tout à ce qu'a dit le décideur. Donc pour chaque élément, je vais le représenter juste pour le symbole qui le convient, top-down et ainsi de suite. Et la question, elle reste valable et on me demande qu'est-ce que je dois faire. La deuxième hypothèse qu'on a prise sur ce problème, c'est je raisonne, ce qu'on appelait ça des swaps, parce que vous allez voir par la suite que l'explication est une chaîne. Je vais l'expliquer par la suite, c'est mieux. Donc ce qui se passe, c'est qu'il m'a donné de l'information préférentielle, le décideur. Il m'a demandé de raisonner sur une paire, de savoir pourquoi. Derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé une recommandation. Et pour calculer cette recommandation, j'ai mobilisé un modèle de décision. J'ai fait de l'inférence sur l'ensemble des informations. Et en faisant l'inférence, en fait, j'ai obtenu ce graphe-là. D'accord ? Ce graphe contient en fait la déduction ou l'inférence de l'ensemble, on va dire, de la structure de préférence que je peux coller au décideur à travers les exemples qu'il m'a donnés. Donc les exemples qu'il m'a donnés sont ici en jaune-vert, on va dire. Donc c'est ces éléments-là, c'est ce qu'il m'a donné. Donc l'information qui est dans le petit carré, donc elle est là, là et là. Ce qui est en noir, c'est ce qui a été calculé par le système ou inféré. Derrière, il y a un programme mathématique qui le fait.
Et ce qui est en orange, en fait, c'est juste de la Pareto-dominance, donc qui est facilement en fait, déductible par un système aussi. Donc à travers 3 exemples, je calcule l'ensemble de la structure des préférences, en fait, qui est sur l'ensemble des alternatives possibles ici. Ensuite, ce qui se passe sur sa question, alors ça ne se voit pas très bien sur le schéma parce que ce n'est pas assez foncé. En réalité, ce qu'il demande, c'est de comparer cette alternative à celle-ci, qui est un peu grisée. D'accord ? L'idée de cette comparaison-là, à la fois de répondre si c'est oui ou non, et ensuite de l'expliquer. Si vous regardez un petit peu l'explication, ici ça va vous paraître un peu, on va dire, magique. En fait, il suffit de tracer le chemin entre la première alternative à la dernière, à la deuxième. Donc il suffit que je passe de là, à là, ici. Et j'arrive à lui dire pourquoi cette alternative-là est meilleure que celle-ci. Cette façon de faire, c'est ce que j'appelle, on a utilisé un opérateur, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure un schéma d'argument. Cet opérateur-là va constituer à des comparaisons par paire, donc à chaque paire, c'est un opérateur. Et dans l'opérateur, ce que je vais faire, c'est des swaps sur 2 attributs uniquement. Ça veut dire que je vais faire des changements entre 2 dimensions à chaque fois. Donc si vous regardez sur le premier et le deuxième, le changement que j'ai opéré, c'est sur le premier critère et le dernier critère. Les 2 au milieu, je n'interviens pas. Sur celle-ci, c'est de l'information préférentielle, je n'ai pas besoin de le convaincre de ce qu'il m'a dit. Et sur la dernière, au fait, c'est un changement sur les critères au milieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce changement-là ? Je vais passer ici. Ce changement-là, c'est ce qu'on appelle swap ou des trade-offs. Donc, j'essaye de compenser au fait une baisse sur un critère par une augmentation sur un autre critère. J'essaye d'annuler au fait une performance qui s'est dégradée sur un critère par une performance qui est augmentée sur un critère. Cette façon de faire, elle n'est pas complètement, on va dire, nouvelle. Hein. Elle existe depuis un certain moment en décision. Et même dans l'ingénierie, pour au fait, qualifier ou évaluer au fait, des architectures de logiciels, on s'appuie sur cette typologie-là au fait, de raisonnement. C'est que je prends 2 critères, 2 objectifs, on va dire, et j'essaye de dire, voilà, si j'augmente le débit de quelque chose, ça va me baisser en sa performance. Donc, je n'ai pas intérêt à prendre cette alternative-là. Donc ici, c'est ce qu'on appelait des préférences d'ordre 2. Donc c'est la deuxième hypothèse sur laquelle on a travaillé pour avoir l'existence au fait de l'explication. Donc si je fais des swaps plus d'ordre 2, on s'est retrouvé à des complications d'un point de vue à la fois calculatoire, mais en même temps de compréhension de l'utilisateur. Si je vous parle et que je vous dis, si vous baissez un peu dans le coût et vous gagnez en trajet, c'est assez simple à comprendre. Par contre, si je fais intervenir une 3e dimension, il sera difficile au fait de faire la corrélation entre les 3 dimensions en même temps. Donc sur mon explication, c'est ce qu'on a appelé des explications basées sur des séquences de préférence swap. Donc c'est une séquence, c'est une chaîne. Je pars de l'alternative première qui est, pardon, que je ne me trompe pas. La première qui est est-ce qu'elle est bonne et la dernière. J'essaie de construire un cheminement entre la première et la dernière. Donc le cheminement, en réalité, c'est un cheminement comme sur un graphe. Donc si vous connaissez la théorie des graphes, c'est chercher un plus court chemin dans un graphe. Le seul problème, c'est je ne peux pas utiliser les algorithmes standards de recherche de plus court chemin d'un graphe qui sont assez efficaces, parce que vous avez vu mon graphe, en réalité, il est 2 puissance n. Donc ici, j'ai que 4 dimensions ou 4 attributs. Il est exponentiel en nombre de critères. Donc il faudrait que je trouve un moyen plus astucieux que d'utiliser juste un plus court chemin dans mon graphe pour aller trouver au fait cette chaîne-là. Ensuite, pour la borner, cette explication-là, c'est aussi une problématique en théorie des graphes. Mon explication, comme c'est un chemin, dans un graphe, on peut trouver une borne avec le diamètre du graphe, mais en réalité, dès qu'on passe à 3 dimensions, donc si je n'utilise pas uniquement mes 2 dimensions, en fait, l'explication, elle ne sera pas bornée. Donc j'arrive à trouver une borne sur l'explication qui est de taille n sur 2. En réalité, le résultat, il est dans le papier. Uniquement si j'arrive à avoir de l'expression des préférences en 2 dimensions, en fait, donc un swap de 2, et que l'information elle est traduite sur des swaps de 2. Donc si je raconte un peu l'histoire d'explications qui ont été ici, n'est pas textuelle. Pour l'instant, nos travaux ne s'intéressent pas à comment générer ou faire du NLP au fait, sur l'explication. Notre première préoccupation, c'est de la trouver, c'est de la borner, et un jour, peut-être, on fera de la génération textuelle de celle-là.
Donc sur l'explication, sur le premier item, donc vous voyez bien que je me suis intéressée aux critères qui sont sur les bords, hein. Donc celui des étoiles et celui du coût. Et la réponse qui est donnée par le système, c'est que ceux du milieu, en fait, ils sont égaux, ils sont pareils. On n'a pas besoin en fait de les faire intervenir, mais on va préférer de prendre un 2 étoiles parce qu'il coûte le moins cher qu'un 4 étoiles qui coûte $150. Donc j'ai accepté de baisser un petit peu en qualité sur les étoiles, mais j'ai gagné en fait sur le coût. Sur le deuxième item qui est au milieu de la chaîne, en fait c'est quelque chose que le décideur m'a dit. Très bien, on n'a pas besoin en fait de faire plus que ça. Et sur la dernière, je suis intervenue sur les 2 critères au milieu. Donc je lui explique que la première alternative, elle est meilleure que la deuxième parce que j'ai accepté de perdre un petit peu l'existence du parking, mais j'ai gagné au fait en coût. Et à la fin, j'arrive au fait à mon alternative, si je reviens sur mon graphe, à mon alternative qui est posée, qui est ici. Donc l'explication, c'est un chemin entre un point dans un graphe dans un autre, en essayant en fait de faire des transferts ou des swaps d'ordre 2 sur l'explication. Alors, on a un algo efficace qui le fait. On a derrière, pour parler technique, des problèmes de matching entre les dimensions, des problèmes de graphe, des problèmes de flow aussi. Mais je vous ai épargné en fait les détails. Je vous invite si vous voulez lire le papier. Alors, deuxième exemple. Et là, je passe la parole à Vincent. Merci. Alors, donc, comme vous l'avez vu dans ce premier modèle additif, l'explication, elle consiste à construire une chaîne de raisonnement qui se traduit par, si je le dis de manière un peu triviale, ça vaut plus que ça, et ça vaut plus que ça, et ça vaut plus que ça. Donc, quand je considère cette chaîne, la première est mieux que la dernière, en changeant uniquement deux critères à la fois. Je vais maintenant vous reparler du modèle de catégorisation non compensatoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est les étudiants qu'on veut admettre s'ils ont suffisamment de 10 sur 20, c'est ce modèle-là. Alors, non, je suis dans le mauvais sens. Marche arrière. Je vais essayer de reprendre les caractéristiques de ce modèle de catégorisation non compensatoire. On a P catégories, d'accord ? La catégorie P, c'est la meilleure, la 1, c'est la moins bonne, d'accord ? Bon, l'exemple que je vous ai donné jusqu'à présent, il y avait 2 catégories, mais évidemment, ça se généralise à plus. La règle de catégorisation nous dit que une alternative va être catégorisée dans la catégorie H dès lors que, que l'alternative a suffisamment de valeur au-dessus de ce qui est requis pour aller dans la catégorie H, mais pas suffisamment de valeur sur les critères avec des valeurs requises pour aller dans la catégorie H+1. D'accord ? Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va spécifier des niveaux sur chaque critère qui séparent les valeurs admissibles pour aller dans telle ou telle catégorie. D'accord ? Cette méthode, elle s'inspire, en tout cas, elle s'appuie sur une méthode initiale qui a été proposée par Bernard Roy qui s'appelait Electrotree. Elle a été caractérisée dans une version simplifiée par 2 collègues qui sont Denis Bouissou et Thierry Marchand il y a une dizaine d'années. Et il y a déjà quelque temps qu'il avait été montré comme équivalent à un modèle de Suguenot par des collègues polonais et siciliens, Greco et Slovinski. Alors, évidemment, il y a des cas particuliers. Hein. Le premier cas particulier, c'est dans le cas où on considère que les coalitions suffisantes de critères pour être dans la catégorie au-dessus sont les mêmes à chaque niveau des catégories, sachant que de toute façon elles doivent être de plus en plus exigeantes sinon. Donc ça c'est le Unique Set of Sufficient Coalition of Criteria noté U, et c'est le cas qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Et une autre caractérisation plus spécifique, c'est le fait de dire que ces coalitions de critères suffisantes sont représentables additivement, par des poids. C'est-à-dire, l'idée, c'est l'idée simple que chaque matière, si je reprends ma métaphore des étudiants, a un coefficient,
et qu'une coalition de matière suffisante, c'est une coalition dont la somme des poids dépasse un certain seuil. D'accord ? Alors évidemment, toute coalition n'est pas additive. Je vais vous en prendre un exemple très simple et assez trivial. Si vous avez 4 critères, alors prenons 4 matières pour un étudiant, on peut dire que, par exemple, un étudiant va être admis, alors avec 4 matières, on va avoir, allez, mettons la littérature, l'anglais, les maths et la physique. Et la règle que je vous propose de considérer, c'est une règle qui dit, pour être reçu, il faut que l'étudiant ait plus de 10 dans une matière scientifique et une matière littéraire. Alors vous pouvez écrire les contraintes que ça traduit, et c'est pas représentable additivement. On ne peut pas les représenter par des poids. D'accord ? Bon, peu importe, c'est un cas. Et donc, ce que je vais vous présenter par la suite, c'est un cas qui est UNCS, c'est-à-dire où on a une seule coalition de critères, mais qui ne sont pas nécessairement additifs, enfin, qui peuvent être, on va le voir. Alors, soyons plus spécifiques et prenons un exemple pour être très concret. Là, il n'y a pas de sémantique si on suppose que c'est des projets qu'on doit sélectionner et qu'on a 3 catégories. Il y a les bons, les moyens, les mauvais. Je suis moins manichéen que tout à l'heure. Eh bien, vous voyez qu'il y a 4 critères, encore une fois, A, B, C, D. Et pour être dans la catégorie, je vais mettre ici, pour contribuer à aller dans la catégorie 3 étoiles, le projet, il faut avoir au moins 7 sur le premier critère, au moins 8 sur le deuxième, enfin bref, je ne vais pas reprendre tout. Quand on est entre 4 et 7, ça contribue à dire qu'on va dans la catégorie... Enfin, je pense que vous avez tous compris la chose. Donc la première étape de résolution, le calcul de la catégorisation consiste à catégoriser déjà chacun des scores. C'est-à-dire dire à quelle catégorie chaque critère contribue à emmener chaque projet. Donc, faites-moi confiance, si je ne me suis pas trompé. Les étoiles bleues correspondent aux catégories auxquelles on mettrait les projets s'il n'y avait que ce critère-là. D'accord ? Bon, ok, vous me faites confiance, vous êtes gentil. Donc, après, il va falloir agréger. Il va falloir agréger les différentes dimensions pour savoir dans quelle catégorie on va mettre chacune des solutions. Et on a dit que, enfin, ce que j'ai essayé de vous dire aussi clairement que possible, c'est que la règle d'affectation sera que, eh bien, on mettra une alternative, par exemple, en 3 étoiles, un projet en 3 étoiles, dès lors qu'il a suffisamment de 3 étoiles. Qu'est-ce que veut dire suffisamment de 3 étoiles ? Alors, suffisamment de 3 étoiles, ça peut être représenté par des poids et puis un seuil, mais pas seulement. Si on veut être le plus général possible, on va essayer de représenter le treillis des coalitions de critères qui est à droite sur ce slide. Alors, qu'est-ce que c'est que ce treillis ? C'est simplement une représentation de l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble des critères et qu'on relie par une relation d'inclusion. Donc, en haut, vous avez le sup qui contient tous les critères, et en bas, aucun critère. Vous ne voyez probablement pas, mais il y a marqué all et none. D'accord ? Alors, évidemment, tous les critères forment une coalition suffisante. Aucun critère ne forme pas une coalition suffisante. Et donc, comme on va essayer de respecter l'inclusion, sinon ça ne fait pas beaucoup de sens, eh bien, ce qu'on cherche, c'est à départager une frontière entre les coalitions suffisantes et les coalitions insuffisantes. Dans l'exemple que j'ai pris ici, les coalitions grisées, je ne sais pas si vous voyez le grisé, représentent les coalitions suffisantes. Et donc, pour caractériser ce qu'est l'ensemble des coalitions suffisantes, il faut spécifier ce qu'on appelle une antichaîne, c'est-à-dire une frontière sur ce treillis. D'accord ? Certaines des frontières correspondent à des coalitions qui peuvent être représentées additivement. Je crois que celle-là ne l'est pas, enfin l'exemple qu'on a pris, mais peu importe. D'accord ? Et une fois qu'on a cette information-là, c'est-à-dire quelles sont les coalitions suffisantes, celles qui sont grisées, et puis quelles sont celles qui ne sont pas suffisantes, eh bien, il suffit de regarder si l'ensemble des... Prenons P1. P1 est 3 étoiles uniquement sur C. Est-ce que C est suffisant tout seul ? Non. Donc il n'est pas 3 étoiles. Alors P1 est 3 étoiles ou 2 étoiles sur tous les critères. Est-ce que tous les critères forment une majorité ? Donc on va mettre P1 dans la catégorie 2. D'accord ? Si vous m'avez suivi, on peut faire ça simplement pour tous les projets. Alors tout ça paraît très simple,
et de fait ça l'est, mais la question qui se pose, ça n'est pas de catégoriser, c'est de savoir comment caractériser le modèle. On ne le connaît pas a priori le modèle. C'est justement ce qu'on cherche à apprendre. C'est ce qu'on cherche à éliciter. Donc la question qui se pose, c'est comment apprendre les limites et les coalitions suffisantes. D'accord ? Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette question-là, bon, je ne vais pas reprendre l'ensemble de tous les travaux. Il y a des travaux qui ont procédé par une formulation, par de la programmation mixed integer programming, enfin, avec des variables binaires et mixtes. Il y a eu des auteurs qui ont proposé des méta-heuristiques pour être plus efficaces sans garantie d'optimalité. Bon, je ne vais pas rentrer énormément dans le détail. Je voudrais juste vous présenter un travail plus récent que l'on a fait avec Khaled Belhassen, qui est le thésard dont je vous parlais au début de l'exposé, qui est une formulation de l'inférence d'un modèle de ce type-là à partir d'exemples prototypiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on demande tel projet, vous le mettez dans quelle catégorie, enfin, vous prenez un ensemble prototypique de projets, et puis vous demandez à l'expert ou au décideur de le catégoriser. À partir de cet input, apprendre le modèle qui restitue au mieux, au moins un modèle qui restitue ces exemples-là pour pouvoir les appliquer à n'importe quel exemple. Donc on a proposé l'an passé une formulation sous la forme d'un problème de satisfiabilité de variables booléennes. Je pense que je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais ceux qui seraient intéressés, on pourra en discuter à l'issue de l'exposé, qui permet de détecter si, oui ou non, il est possible de restituer l'ensemble des exemples avec un modèle de ce type-là. Notez bien que si la réponse est non, on est un peu chou blanc, d'accord, hein, mais par contre, si la réponse est oui, il fournit le modèle. D'accord ? Donc ça, c'est la partie élicitation. Donc on suppose qu'on se trouve dans un contexte où le décideur nous a fourni des exemples d'étudiants qu'il a admis ou refusés, des projets qu'il a catégorisés 3, 2 ou 1 étoile, et qu'on est capable d'apprendre un modèle NCS sur cette base-là, qui restitue cette information-là. Et passons maintenant à l'explication, ou plus précisément à des éléments d'explication, puisqu'on n'est pas encore tout à fait satisfait des éléments qu'on a. Je vais essayer de vous présenter là des éléments de justification de la décision, plus que de l'explication, sur ce modèle-là. Alors, imaginez que vous soyez dans un comité qui va sélectionner des projets, que ce soit des projets européens, que ce soit peu importe où, d'accord ? Et que la décision à prendre, sur base de projets qui sont proposés et qui sont caractérisés par différentes dimensions, donc on est bien dans un contexte multicritère, soit accepter ou refuser chacun des projets. Que l'on dise à ceux qui soumettent des projets, parce que c'est à eux qu'on va expliquer, qu'on procède, que le comité, que la décision procède en utilisant cette règle des décisions. Cette règle de décision, c'est-à-dire, vous serez accepté si votre projet a des notes considérées comme suffisamment bonnes sur suffisamment de critères. On va s'appuyer sur ce principe-là. Et une première justification que peut demander celui qui reçoit sa réponse, généralement c'est ceux qui sont refusés qui demandent une réponse, une première justification, c'est même peut-être pas celui qui va recevoir, c'est un certificateur. On voudrait pouvoir garantir à tous les usagers, enfin à tous ceux qui soumettent des projets, que le comité fait bien ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est déjà une première garantie. C'est-à-dire que la décision du comité est bien conforme à la règle qu'il a annoncée qu'il utiliserait. La règle générique, il ne dit pas la règle paramétrée, la règle générique, c'est-à-dire celle que je viens de vous décrire. Donc on est dans une situation d'audit. Il y a un audit extérieur qui vient certifier que le décideur a bien fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Hein ? Le comité décideur. On est dans ce contexte-là.
D'accord? C'est une question importante. Alors, elle n'explique pas la décision, mais c'est le début d'une forme de redevabilité, en français, de celui qui prend la décision vis-à-vis de ceux à qui la décision s'adresse. En termes de transparence et je dirais, d'éthique algorithmique, ça parle un petit peu. Alors, comment fait-on dans ce contexte-là? Eh bien, le certificat du problème de satisfiabilité que je vous ai présenté tout à l'heure joue tout à fait ce rôle-là. Qu'est-ce qu'on peut se proposer de faire? Eh bien, tout simplement, de donner à manger, enfin, de donner en entrée de ce problème de satisfiabilité qu'on a défini, les réponses du décideur. Du comité, pardon. Les réponses pour chacun des projets du comité. Qu'est-ce que va répondre le problème de satisfiabilité? Il va dire oui ou non. Oui ou non voulant dire oui, il existe un modèle NCS, c'est-à-dire tel que le comité a dit qu'il fonctionnerait, qui permet de décider ce qu'a décidé le décideur, le comité, ou non. Donc si on répond oui, on ne dit pas comment a fait le comité, mais on justifie que le comité a bien fait ce qu'il dit, a été conforme au principe qu'il a édicté dans le cahier des charges en question. D'accord? Premier élément. C'est un petit élément de réponse. Alors la deuxième situation, qui est celle qui généralement intéresse le plus les gens qui soumettent des projets à ce type de comité, c'est la justification d'une décision, qu'elle soit positive ou négative, mais souvent, comme vous l'avez compris, plutôt négative. Alors, ce que l'on peut faire, c'est, dans ce contexte-là, faire en sorte que le comité dise qu'il s'appuie sur une jurisprudence qui correspond à des décisions sur la base desquelles il s'appuiera, enfin, qui permettra de raisonner les décisions qu'il prendra spécifiquement sur des projets qui vont arriver. Typiquement, ça veut dire, par exemple, si j'avais un projet qui avait telle valeur, je l'accepterais. Si j'en avais un autre avec telle ou telle autre valeur, je ne l'accepterais pas. D'accord? Et si on s'appuie sur une jurisprudence de ce type-là, si le comité est capable de fournir une telle jurisprudence, alors ce qu'il est possible de faire, c'est de garantir que le fait d'affirmer cette jurisprudence et de mettre le projet qui demande une justification dans la catégorie du haut aura un certificat UNSAT à l'issue du problème de satisfiabilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas compatible, à l'aide du principe qui sous-tend le fonctionnement du comité, à savoir NCS, d'affirmer la jurisprudence et en même temps le fait que le candidat soit accepté, que le projet soit dans la catégorie du haut. D'accord ? Sous-entendu, ce qui est présent dans la jurisprudence et dans les principes qui sous-tendent la décision, le modèle, est incompatible avec le fait d'accepter votre projet. C'est un début d'explication de la décision. Vous voyez bien que c'est moins explicite en termes d'explication que la chaîne de swap qui était fournie par l'explication dans le cas d'un modèle additif. D'accord ? Donc voilà ce qu'on peut, disons, au moins aujourd'hui dire sur l'explication d'un modèle de type catégorisation par modèle non-compensatory sorting. On peut... Tu veux rajouter ? Oui, sur la dernière partie dont Vincent parle,
La première situation, en réalité, vient du fait que si elle va rentrer en vigueur, la GDPR, bientôt, en fait, elle répond à cette question-là, comment les entreprises, les comités doivent fournir au fait, des certificats au fait, de validation de leurs décisions par rapport à la société. On s'est mis dans ce contexte-là et on s'est posé la question, quand un modèle de décision est utilisé et qu'en face... Enfin, ce n'est pas les utilisateurs finaux qui demandent une réclamation ou une décision. Si c'est une autorité ou un audit qui demande quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait fournir comme certificat de validité au fait de la décision par rapport au modèle utilisé derrière. Il faut savoir que ce qui manque comme travail ici, en réalité, comment je passe d'un certificat SAT ou ANSAT à une explication tangible. Le certificat SAT ou ANSAT va nous fournir un ensemble de clauses, donc c'est une trace, au fait, quelque part, de l'ensemble des clauses qui ont été activées pour nous dire que oui ou non, j'ai un modèle, ou l'autre cas, oui ou non, votre dossier a été rejeté ou pas. Donc, il y a une question de comment je calcule l'explication. Donc, ça veut dire comment je pars du modèle et des informations là pour arriver à une décision et comment je peux tracer cet raisonnement-là. On a utilisé un solver set. Mais au fait, il nous reste toute une question derrière. C'est maintenant comment je traduis au fait, les clauses qui ont été fournies par un solver set par une explication qui nous parle. D'où au fait, les ouvertures ici. Sachez qu'un solver set, ou que ce soit SAT ou ANSAT, donc ANSAT, ça veut dire que je ne suis pas capable de résoudre le problème. Ça veut dire quand j'injecte mon candidat qui va me dire pourquoi je ne suis pas bon, en réalité, mon problème va devenir insatisfiable. La question qui reste, c'est que dans un solver set, je peux extraire un certain nombre, on va dire, de certificats ANSAT qui sont différents des uns des autres, avec des caractéristiques différents. Donc la question, qu'est-ce que c'est un certificat bon ? Est-ce que c'est en termes de cardinalité? Est-ce que c'est en termes de contenu? Est-ce que c'est en termes... Je ne sais pas. Et la question derrière, ensuite, quand j'extrais au fait ce certificat-là, comment je le traduis à un utilisateur? Quel est le schéma que je vais utiliser derrière d'argumentation pour traduire en fait mon certificat SAT ou ANSAT? Et la grande question qui va nous arriver bientôt, comment je calcule ça efficacement? Ça veut dire que je rentre des données, mais il faut à la fin, ça doit sortir. Donc sur les deux modèles qu'on a présentés, vous avez remarqué, on n'a jamais parlé de modèle en réalité. Donc les paramètres du modèle n'interviennent pas. Sur l'utilité additive, je parlais que de chaîne, de séquence, de swap, mais je ne vous ai jamais parlé d'utilité. Je ne vous ai jamais dit que je expose à mon décideur l'utilité ou la fonction de valeur qui a été utilisée quelque part pour le calcul. Elle est en interne, elle a fait le job de me traduire le graphe de la relation nécessaire, mais je ne la montre pas à mon décideur. Sur le certificat SAT et ANSAT, pareil, je n'ai pas parlé de profil, je n'ai pas parlé de catégorie, je parle juste uniquement de oui ou non, l'existence ou pas. Après, bien sûr, il reste un travail sur la suite. Donc, si je dois conclure, on va dire, cet exposé, la notion d'explication, en fait, elle est en vogue, on va dire. Hein. Tout le monde s'y intéresse et tout ça. La régulation nous impose de se poser la question, mais la question n'est pas si évidente que ça. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et vous avez une explication. Nous, on travaille en multicritères, en décision multicritère. Vous avez vu que, vu la panoplie de modèles, on aura une panoplie d'explications. Vu la panoplie de décideurs, on aura aussi une panoplie de schémas. En machine learning, c'est pareil. C'est encore plus compliqué, on va dire. Les gens essayent au fait, de traduire au fait, les raisonnements d'un neurone ou d'un réseau de neurones profond. La question, il ne suffit pas juste d'ouvrir la boîte et de regarder dedans et de dire « OK, ça marche ». Sur cette initiative-là, au fait, on a monté pas mal de projets avec des collègues. On s'intéresse à pas mal de questions encore qui restent. Vous avez vu, on a parlé d'explication en one shot. Hein, ça veut dire que je la produis et ça s'arrête là. Ça serait intéressant au fait, de parler ensuite de l'interaction. Qu'est-ce que cette explication peut améliorer dans un problème de décision ou dans un process de décision? Donc, il y a tout ce qui est gestion de l'inconsistance et tout ça. Il y a un projet ANR qui a été déposé cette année qui s'appelle Irlande. Donc, c'est Interactive Recommendation and Explanation. Et ainsi de suite. On espère qu'il va passer avec des collègues du LIPSIS, du LAMSA, de l'IMT Atlantique, qui posent ces questions-là. Ça veut dire que, face à un problème de décision, qu'est-ce que je mets en œuvre comme outil pour produire des explications effectives et efficaces? Il y a aussi des petits projets au niveau du CNRS, notamment sur le SET. Donc on est avec une équipe du CRIL, qui est un laboratoire à Lens, qui se pose la question, quand j'ouvre le solver SAT et que je sors ces certificats-là, en réalité, quelle est la tête de certificat et comment je le traduis en langage qui soit compréhensible? Et bien évidemment,
on fait de la méthodo. Hein. On vous a présenté pas mal au fait d'exemples prototypiques et tout ça, mais on s'intéresse à des applications, on va dire, réelles. Hein. Personnellement, j'ai eu une thèse avec IBM récemment qui se posait la question de l'explication. Et c'est pour ça que je disais que la trace d'un moteur à base de règles n'est pas suffisante. Et quelque part, il faut chercher un moyen plus, on va dire, plus intelligent pour sortir l'explication. On s'intéresse aussi avec Thales à des problématiques d'architecture et de configuration. Donc, comment je compose des alternatives ou des configurations et à la suite, comment j'explique au fait à mes opérateurs, à celui qui doit dépenser de l'argent, pourquoi c'est cette configuration-là ou pas celle-ci, et plein d'autres typologies de problèmes de décision auxquels peuvent nous parler et peuvent l'utilitaire pour nous parler. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, c'est bon. Donc on a un peu de temps pour quelques questions. Est-ce que l'exposé vous a... Ah, T'es surpris une question. Dans la présentation, on ne parle pas du tout de corrélation ou d'interdépendance des différents paramètres. On pourrait dire un hôtel 4 étoiles, il coûte plus cher, c'est normal. Donc il y a un critère qui a des points qui doit être moins pondéré que d'autres. Et donc ramener ça dans les rythmes de décision. Tout à fait. Alors, d'un point de vue corrélation, il faut... vous avez tout à fait raison, c'est des points qui sont importants. Il faut être très spécifique sur ce que ça représente. Il y a plusieurs types d'interactions. Il y a une première interaction que vous avez citée qui est très naturelle. Les voitures les plus confortables sont souvent les plus chères. Enfin, je suis un peu caricatural. Donc ça, c'est simplement dans les alternatives dont on dispose, c'est quelles sont structurellement la composition de l'ensemble de ces alternatives-là. Ce qui n'est pas une difficulté particulière dans les problèmes de décision. Si, c'est une difficulté qui est que simplement les critères sont en conflit. Ça traduit le fait souvent que les critères sont en conflit. Il y a plusieurs autres aspects qui sont plus problématiques d'un point de vue modélisation en termes d'interaction entre les critères. C'est lorsque les préférences du décideur ne sont pas telles que son jugement, il peut le faire sur chaque critère indépendamment. C'est ce qu'on appelle une indépendance au sens des préférences. Et c'est typiquement le cas d'interaction entre les critères où, par exemple, je vais prendre l'exemple, désolé, je reviens des étudiants, mais un étudiant qui serait, si on a à le juger sur 3 matières, s'il est bon en maths et en physique, mais pas trop en littérature, c'est un scientifique, manifestement, mais peut-être qu'on préférera juger le fait qu'un étudiant est bon en maths et en littérature en disant sa qualité en maths est plus forte que sa qualité en maths quand elle est présente avec une qualité en physique, du fait que ça traduit le fait qu'il est bon en sciences et en littérature. Donc on ne peut pas raisonner indépendamment du critère, toutes choses égales par ailleurs. Typiquement, l'exemple qu'on prend souvent quand on veut décrire ça, c'est est-ce que quand je choisis un menu au restaurant, quel est mon meilleur menu au restaurant? Je ne vais pas dire que le vin blanc est mieux que le vin rouge. En soi, ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que mes préférences sur le vin blanc ou le vin rouge dépendent de la valeur prise sur d'autres dimensions, à savoir est-ce que je prends une côte de bœuf ou une sole meunière. Bon, vous comprenez. D'accord. Donc, effectivement, c'est pris en compte. Il y a des modèles qui permettent de représenter ces choses-là. NCS, typiquement, le dernier modèle qu'on a présenté de catégorisation permet de considérer des coalitions suffisantes qui ne sont pas ce qu'on appelle séparables, c'est-à-dire où chaque critère n'est pas on lui attribue un poids indépendamment de l'autre. En gros, ma question, c'est de dire, est-ce que le travail d'explicabilité ne doit pas commencer par un travail de décorrélation ou d'identification des variables majoritaires? Est-ce que ça rentre dans un élément qui renforce ou qui simplifie l'explicabilité, quoi? En disant on arrive à réduire le nombre de variables, en disant que celles-là sont... Il y en a qui sont majoritaires ou qui sont corrélées, où on fait des groupes de variables, et du coup, on a une explicabilité qui peut être simplifiée
pour la compréhension de. On pourrait dire un projet qui est gros, l'organisation est plus importante, ou un projet qui est... Alors ça, oui, enfin, c'est pas vraiment sur les données qu'on va travailler. Si on considère que un projet gros, l'affirmation qui est pour un projet gros, l'organisation est plus importante que pour un projet plus petit. Hein, eh bien, ça traduit le fait que le modèle de jugement du décideur qu'on cherche à incorporer doit permettre de représenter ce genre de choses. Donc, on ne doit pas prendre un modèle séparable. Si on considère que ce n'est pas le cas, on prendra probablement un modèle séparable. Hein, de ce type-là. Sur la question des facteurs, parce que vous parlez en termes de facteurs et de variables en entrée et qu'on doit en fait différencier, c'est ce qu'on essaye en fait. C'est typiquement ce qui se passe en machine learning. Hein. En fait, on a des caractéristiques et des features, et la question posée derrière, c'est d'essayer de chercher le sous-ensemble de caractéristiques, en fait, qui sont les plus saillants et les plus impactants en fait sur la décision finale. Mais en réalité, là, vous travaillez sur les données, vous ne travaillez pas sur le modèle du tout. En fait, la première approche que j'ai présentée dans un de mes slides, c'était on considère le modèle comme black box, et ce que je fais, c'est je fais du traitement en fait sur les données et sur les caractéristiques, et ce que je fais, c'est comme de l'analyse de sensibilité. C'est si je choisis ce sous-ensemble-là, quel est l'impact en fait, sur la finalité. Si je choisis ce sous-ensemble-là, quelle est la finalité. Et en réalité, ce que je mesure, c'est l'importance au fait, de l'impact. Donc il y a des travaux qui existent. C'est vrai que nous, on ne regarde pas ça parce que pour la simple raison, c'est qu'on aimerait, on est orienté plutôt principe de décision. Donc on aimerait qu'à travers l'explication, on injecte aussi ce principe-là et qu'elle reste au fait fiable, quels que soient au fait les paramètres ou les données d'entrée que vous mettez en avant, et que le principe ne bouge pas. Donc, et du coup, en fait, l'explication, elle reste valable quand même. Par contre, dans le cas où on choisit des paramètres ou des fonctions, dès que je vous changez de candidat ou à classer, vous vous reposez la question, en fait, est-ce que ce que j'ai fait était intéressant ou pas? Donc, il y a une différence, en fait, sur la façon de faire et pourquoi on ne le fait pas. On a dans le cas de l'apprentissage quelque part supervisé. Et vous avez cette notion de décideur qui vous essayez de un petit peu modéliser par vos différentes approches. Ensuite, on cherche cette explicabilité qui peut être vue de deux points de vue. Un point de vue décideur, pour essayer de suivre son raisonnement, mais pas forcément de suivre le raisonnement de quelqu'un à qui la décision s'adresse. Vous avez d'un côté la notion de profil des décideurs, de l'autre côté la notion de profil de la personne à laquelle vous voulez présenter votre raisonnement. Et on peut avoir des antagonismes. Ça signifie qu'on vient dans la partie qui quitte un petit peu l'aspect raisonnable et on va dans le déraisonnable ou émotif. Oui. Ce qui a été présenté ici, je suis d'accord avec vous que je m'adresse à une personne et j'essaye de représenter cette personne-là. Mais au fait, nos travaux essayent au fait, de s'intéresser à la tierce personne qui va recevoir au fait, l'explication au final. C'est pour ça que j'ai dit que l'explication pour nous, n'a pas raison d'être s'il n'y a pas un mode interactif à la fin. Ça veut dire que il y a un problème de décision, j'ai récolté de l'information sur le problème de décision, incluant à la fois celui qui est en face de moi, mais en même temps des informations concernant toutes les parties prenantes au fait, de la décision. Ici, elle est représentée par une entité, mais en réalité, on peut élargir. Le comité, en fait, en réalité, c'est plusieurs parties prenantes. Hein. Et la question qui se pose à la fin, si je produis une explication, mon explication a pour objectif de représenter un mode de raisonnement. Ça veut dire que si le comité ou si les parties prenantes fonctionnent avec une somme pondérée ou fonctionnent avec de la majorité absolue ou fonctionne, l'explication doit traduire ce fonctionnement-là. Si elle est refusée à un moment donné quelque part dans le système ou dans la hiérarchie ou autre, le mode interactif, on va dire, a pour objectif de corriger cela ou pas corriger cela. Mais la partie prenante, on a pour ambition de la prendre en compte. C'est ce qu'on appelle par accountability ou redevabilité, c'est d'essayer d'avoir un système tripartite, on va dire, le système, le décideur final peut-être, et celui qui fait l'intermédiaire entre le système et le décideur final. Comme j'ai le micro, j'avais une question. En fait, tout à l'heure, on parle de comité, mais en fait, il y a eu 2 fois le mot comité ou expert.
Et en fait, tout de suite, on se pose la question, souvent dans les applications, on a souvent des comités d'experts. Et ils ne sont pas souvent d'accord entre eux. Et donc ça veut dire que les licitations qu'on a, à un moment, sur une des slides, on voyait une licitation, voilà, ça c'est une vérité sur laquelle on peut appuyer après les contraintes. C'est pas si simple que ça. En tout cas, ça peut avoir plusieurs... on peut avoir plusieurs expressions et quelque part, quand on voudra faire l'explicabilité de ça, on va revenir vers une situation d'origine qui est plus complexe qu'elle ne paraissait à l'origine. Est-ce qu'il y a des travaux qui prennent en compte l'explicabilité de décisions prises sur comité d'experts? Alors, effectivement, il y a une vraie question derrière tout ça. J'ai 2 éléments de réponse pour ça. D'abord, il y a des modèles de décision multicritères avec décideurs multiples. Ça, c'est des choses qui existent et dont la difficulté de manipulation tient au fait, effectivement, que les membres d'un groupe de décision, que ce soit un comité d'experts ou groupe de décision, n'ont pas forcément leur vision alignée quant à ce qu'il faut décider. Donc, c'est tout ce qui est Decision Support Systems. Appuyé sur des modèles multicritères, il y a en gros 2 voies qu'on peut prendre. Une première qui est essayer de faire en sorte que le comité prenne une décision collective sur une instance donnée de décision. J'ai un choix à faire, quelle est la meilleure solution, et je propose une méthodologie pour que la meilleure solution du point de vue du groupe d'experts soit sélectionnée. Une autre approche, c'est une approche qui est plus utile dans un contexte où la décision répétitive consiste à essayer d'élaborer un modèle collectif de décision pour le comité. Et ce qui demande d'éliciter progressivement un modèle de groupe qui impose des concessions de la part des membres du comité. Ça c'est une première partie de la réponse, mais qui est relativement ambitieuse, si j'ose dire. C'est-à-dire explicitement de considérer un problème de décision multicritère, multidécideur. Une réponse un petit peu moins ambitieuse à cette question-là, c'est de prendre la situation du modèle de sorting, de NCS, comme d'en faire une interprétation de décision de groupe. On peut très bien imaginer que... Alors imaginez que ça soit un modèle à 2 catégories. En choix social, c'est du vote par approbation. D'accord ? On peut imaginer que chaque membre du comité observe les candidats et dise je les approuve ou je les accepte ou je les refuse. Suffisamment bon pour moi ou pas suffisamment bon pour moi. Et la décision collective consiste à dire pour être jugé bon par le comité, il faut être suffisamment bon, il faut être accepté par suffisamment de membres du comité. Et en fait, ce qu'on est en train de décrire, c'est exactement le modèle NCS. Mais chaque expert exprime non pas un modèle multicritère, mais un modèle monocritère d'acceptation. Donc dans ce cas-là, on peut fournir des recommandations à un comité. C'est pour ça que l'analogie que j'ai prise ici dans l'exemple, c'était un comité. Si on repart en fait sur la table de... il y a un petit bug ici. Sur la table ici, en réalité, on peut regarder A, B, C et D comme experts chacun, au fait. Et au fait, chaque expert donne un profilage au fait à chaque projet, selon en fait ce qu'il a voulu faire. Sauf qu'on ne regarde pas au fait sur quoi il les a classés pour l'instant, mais uniquement en fait un profil. Oups, pardon, c'est allé trop loin. Un profil pour chacun en fait des projets. Donc chaque colonne au fait c'est un expert et la question c'est comment mettre d'accord en fait tous les experts. Ça, c'est sur la façon en fait, d'agréger et d'avoir la recommandation. Sur la question explication maintenant, la réponse, on va dire, est non. Il n'existe pas encore vraiment de résolution de comment construire une explication pour un groupe ou un comité.
Il existe quelques travaux néanmoins en théorie de l'argumentation. Donc c'est une théorie qui vient du monde légal, du monde juridique, où là, en fait, on met en opposition un certain nombre de conflits ou d'informations venant de différentes parties. À la fin, on se retrouve, on va dire, avec un graphe assez complexe de tout ce que tout le monde a raconté en termes de pour et contre un projet. Et la question qui est posée derrière, en fait, théoriquement, c'est comment je résous le graphe pour sortir, en fait, les arguments qui vont défendre un projet à un moment donné. Donc l'ensemble, en fait, des arguments acceptables selon une sémantique en particulier. Et ça, en fait, il y a, on va dire, une panoplie de travaux qui existent là-dessus. Après, est-ce que ça représente une explication tangible ou pas ? La question ne s'est pas posée. Mais d'un point de vue, on va dire, utilisateur, sortir les pour et les contre qui peuvent défendre, en fait, quelque chose. Il y a des travaux là-dessus en intelligence artificielle sous la forme, en fait, d'argumentation. Ça existe. Y a-t-il encore des questions ? J'ai juste une question. Qu'est-ce qu'on fait avec si les données sont incomplètes ou si on ne peut pas modéliser le... Donc, comment... Alors, incomplète. De toute façon, les préférences sont, comme je l'ai dit, sont sparses. On ne demande pas de comparer tout au décideur avant de lui faire une recommandation, sinon... C'est pas assez d'avoir tout le... Alors, si c'est pas assez, effectivement, il y a des décisions qui... Enfin, les préférences peuvent tout à fait être incomplètes dans ce genre de système-là, hein, au sens où c'est pas une relation, une préférence nécessaire qui découle. Donc, là, deux choses l'une. Soit on rajoute un peu de sémantique au modèle pour pouvoir dire plus, hein, raffiné, soit si on ne souhaite pas, mais ça c'est d'une certaine manière faire des hypothèses, hein, structurelles, hein, soit on va compléter, c'est-à-dire on va demander des informations supplémentaires. Est-ce que, par exemple, ce que fait l'active learning, c'est spécifier l'information spécifique qui va permettre de compléter de manière intelligente pour permettre de dire quelque chose. Le fait de fonctionner aussi en robuste, au fait, l'idée c'est de ne pas non plus, au fait, de spécifier complètement dès le départ de l'information. Enfin, en partant, alors c'est un pour et un contre. Un pour parce que voilà, on fonctionne avec un certain nombre d'informations et on fait de la complétion et on déduit au fait la relation nécessaire. Enfin, c'est fait par un programme mathématique derrière. Un contre parce que parfois on n'arrive pas à tout avoir et on n'arrive pas à tout décider. Et là, il faut des mécanismes pour résoudre ça. Il y a encore une autre approche pour ça, qui généralement c'est l'élicitation incrémentale. Pour le décrire le plus simplement, imagine que tu scores les alternatives comme une somme pondérée ou une fonction de valeur additive. À chaque fois, je vais demander des informations supplémentaires et je vais pouvoir essayer, si je veux faire du choix, de calculer la solution qui minimise mon regret maximum. C'est-à-dire qui minimise, qui permet d'identifier la solution qui, si je la choisis, me fera subir le regret maximum si la nature est adversariale. Et voilà, donc... Moi, j'avais juste une dernière, parce que je pense qu'on va être obligé d'arrêter. On a eu beaucoup d'interactions et de qualité. Tout à l'heure, un de vous deux, je ne sais plus, c'est Wassila, disait que souvent, les explications sont demandées quand les résultats sont négatifs sur un projet, par exemple. Ou c'est toi. Est-ce que, de fait, les travaux sur l'explicabilité essayent de se concentrer dans les méthodologies pour essayer de trouver des explications sur ces cas-là plus que sur d'autres? Et est-ce que du coup on peut trouver une manière d'approcher ça de façon non symétrique dans les travaux sur l'explicabilité? C'était plus un clin d'œil que oui, quelque chose de très formel. Mais effectivement, j'étais en train de réfléchir à... Alors, dans les travaux qu'on a présentés aujourd'hui, les choses sont totalement symétriques. Justifier qu'un candidat, enfin en tout cas je vais prendre le dernier, justifier qu'un projet est accepté ou qu'un projet est refusé, formellement donne lieu à la même formalisation. Je suis en train de réfléchir.
T'aimes bien pas l'esprit tout. Non, sur la catégorisation dans la littérature, on trouvera au fait les deux aspects. Ça veut dire essayer d'expliquer un why ou un why not. Voilà, pourquoi pas ça ou pourquoi ça. Donc la négation. Oui, mais il n'y a pas de mise en lien entre les deux. Et au fait, expliquer le négatif, c'est dans le sens... au fait, on a toujours une réaction quand il y a un refus. Ça veut dire que quand on s'attend à avoir en fait, une note sur un projet, la première réaction qu'on ait, si on est accepté, on ne va pas chercher en fait, à comprendre pourquoi. Par contre, quand on s'attendait à être accepté et qu'on ne l'est pas, la réponse, elle est « oulala, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, la réponse « qu'est-ce qui s'est passé ?» c'est, comme j'ai montré les typologies de questions, ça peut être juste pourquoi je n'ai pas été accepté, ou qu'est-ce que je dois faire pour être accepté, ou qu'est-ce qui a fait que l'autre a été accepté, moi, je n'ai pas été accepté. Donc il y a différentes dimensions. Nous, on traite juste pourquoi je n'ai pas accepté, mais en réalité, si on traite la question pourquoi lui, il a été accepté et pas moi, en fait, je ne sors pas les mêmes informations. Et là, ça devient un peu... On va dire, il faut creuser. Non, mais c'est clairement un sujet qui n'est pas épuisé. Attends. Juste pour poursuivre, est-ce qu'il y a des travaux qui font la boucle au sens où trouver le modèle qui, sur les questions, apporte la plus grande différence ou trouve le seuil entre bon et pas bon? Puisque si on est loin du seuil, je dirais, on ne pose pas de questions. Si on est près du seuil ou si la population, la limite est forte, et donc si on change le modèle, on veut peut-être ou change certaines priorités dans les paramètres, on peut trouver des seuils plus discriminants. La question, elle est sur comment j'obtiens la décision favorable ou oui. C'est de la classification inverse? Alors, on va dire... il y a des choses. Oui. Comment augmenter les contrastes, en fait. Oui, sur quoi je peux jouer pour changer de catégorie? Ouais. Il y a des petites choses là-dessus. Oui, il y a des petites choses. Bon, merci beaucoup encore pour votre participation et merci aux deux intervenants. Je profite pour dire que le prochain séminaire a lieu le 3 mai et ce sera Grégoire Allaire de Polytechnique qui viendra nous parler de modélisation topologique et d'optimisation en topologie. Voilà. Merci beaucoup.